on y retrouve beaucoup de peuls. Mais à partir de ce postulat, tout est devenu possible. Et donc, on a eu beaucoup d'exactions. Mais je donne quelques éléments rapides. Vous avez sur beaucoup de nos routes où aussi bien les VDP que les FDS, ils arrêtent un car et ils demandent est-ce qu'il y a un peul dans le car. Et s'il y a un peul dans le car, on le descend et on l'exécute. Je donne un exemple concret. Les parents de l'ancien ministre du Commerce, que vous connaissez, Tal, ont été descendus de la voiture de transport en commun entre Pa et Bobo Dioulasso et exécutés, tout simplement parce qu'ils sont peuls. Deuxième élément, il y a eu tellement d'assassinats de bergers dans les brousses parce que si un berger rencontre un VDP, il est mort. S'il rencontre un FDS, il est mort parce qu'on ne lui demande pas, ils n'ont pas de... À partir du moment où c'est un peul, c'est un terroriste. Mais vous savez aussi, et je ne sais pas s'il me reste 2 minutes, mais vous savez... Nous allons retrouver à présent notre deuxième panéliste, Newton Ahmed Bari. Nous sommes véritablement pris par le temps et je voudrais demander donc à nos panélistes d'être un peu brefs. Monsieur Bari, est-ce que vous êtes là? Je suis là, Inous. Ok. Dites-nous en quoi la question des droits humains est-elle un enjeu dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme et pourquoi toutes les juntes au Sahel finalement semblent avoir décrété la violation des droits humains comme condition du succès de leur stratégie de lutte contre le terrorisme? Merci Inous. Je voudrais aussi remercier Didier, évidemment, de l'éclairage qu'il vient de nous donner. Vous posez là une question fondamentale, la question évidemment des moyens de lutte contre le terrorisme dans le cadre des juntes. Ce qu'il faut considérer, c'est que subséquemment à la stratégie des juntes comme moyen de lutte contre le terrorisme, le fondement, c'est qu'il faut, en partant du principe que nous avons affaire à une guerre asymétrique, les juntes ont pensé que la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, c'est aussi de mener un combat asymétrique, c'est-à-dire, mais ici, l'asymétrie, et c'est plutôt par rapport aux règles de droit qui sont contraignantes, aux dispositions organisationnelles qui règlent toutes ces questions-là. Donc, il faut agir à côté du droit, à côté de la règle, à côté aussi des institutions contraignantes. Donc, ce qui a fait que progressivement, ce qu'ils ont fait a consisté dans un premier temps à essayer de décréter une sorte de huis clos des États, c'est-à-dire couper les pays du reste du monde en s'affranchissant donc des engagements internationaux et des organismes de coopération dont le rôle justement est de faire la sentinelle des droits. Donc, c'est le premier point, se mettre hors de portée évidemment de la communauté internationale en restant entre nous. Et donc, en restant entre nous, le deuxième élément qui a été fait, c'est aussi de s'en prendre à la liberté d'expression. Donc, dans un premier temps, qui a consisté à chasser tous les médias internationaux qui avaient donc évidemment pignon sur rue en matière d'information au niveau du Burkina Faso. Vous avez pu voir que dès décembre, il y a eu, sans qu'il y ait vraiment une base, je veux dire, de fond, sans que la procédure du droit ait été respectée, il y a eu donc la rupture avec RFI, la rupture avec France 24, et progressivement, tous les autres médias internationaux, audiovisuels, comme presse écrite, pour permettre justement qu'il n'y ait pas de témoins. Le deuxième acte a consisté, comme vous savez aussi, dès janvier, à se couper des organisations de l'ONU. Vous avez vu que la représentante de l'ONU au Burkina Faso avait été donc décrétée persona non grata, et progressivement, tous les organismes de l'ONU ont été obligés de se plier à la volonté du gouvernement
dans leurs actions de déploiement. Et comme on a décrété que c'est la souveraineté et que les organisations, quelle que soit leur bonne volonté, quelles que soient les actions évidemment en rapport avec les droits qu'ils mènent, ne peuvent pas se placer au-dessus de la souveraineté du pays. Et donc, on a de cette façon-là, on a débranché aussi les organisations des Nations Unies qui sont, comme vous le savez, un des systèmes les plus ancrés dans nos différents pays pour permettre donc de faire la sentinelle des droits. Troisième élément, quand on a fait partie des médias internationaux, quand on s'est coupé progressivement des institutions internationales onusiennes, le troisième niveau a consisté dans ce cadre-là, évidemment, à progressivement museler la presse nationale en retravaillant les concepts. Je me rappelle très bien, dès le mois de mars, nous avons eu un débat au niveau de BF1 où, je ne dis pas ça pour le charger, mais où déjà le professeur Balima, qui est un de nos professeurs, un de nos éminents professeurs, avait déjà commencé évidemment à poser les jalons du musellement de la presse, d'abord en s'en prenant sans qu'il n'y ait vraiment une raison valable à la presse et aux journalistes qui, disent-ils, se croient sortis de la cuisse de Jupiter et qui se croient infaillibles. Donc, partant de ce procès évidemment en règle, tout le reste s'est fait progressivement, qui a fait que l'information est devenue un délit. Ensuite, les médias ont été caporalisés, comme on le sait récemment, avec l'accord qui a été signé avec le CSC, qui désormais fait des médias, évidemment, les accompagnant d'un processus politique qui a été très bien décrit par Didier tout à l'heure, dont on ne sait plus finalement quelle est l'articulation exacte. Est-ce que c'est comme il avait été dit au moment de l'avènement de la junte, est-ce que c'est pour lutter contre le terrorisme ou est-ce que c'est pour implémenter une révolution populaire progressiste dont jusqu'à présent, évidemment, en dehors des initiés, on attend le contenu. Mais pour rester dans notre sujet, après donc les médias, il a fallu aussi museler la justice. Comme vous savez, l'affaire de Adja de Komsilga en juillet 2023 a donné l'occasion au président Ibrahim Traoré pour remodeler la justice et en faire son instrument. Ainsi donc, comme on sait, à partir de là, il n'est plus possible à la justice, en tout cas telle que nous l'avions implémentée après l'insurrection de 2014, de pouvoir aujourd'hui se déployer et lutter ou protéger les citoyens des abus. Ce serait d'ailleurs intéressant qu'on puisse faire, si c'était possible, de faire une étude aujourd'hui comparée des saisines de la justice par rapport à un certain nombre de violations des droits des citoyens et notamment en ce qui concerne les problématiques des questions évidemment de liberté de presse avec les procès de diffamation. De ce que je regarde évidemment par les comptes rendus des médias ou de ce que l'on en sait, on sait bien que depuis le tournant du changement ou de la réforme du Conseil supérieur de la communication, depuis l'implémentation de la nouvelle loi du CSC, on se rend compte évidemment qu'il y a moins, la justice est moins saisie par rapport à ces questions d'atteinte aux libertés des citoyens, parce que le juge lui-même n'a plus la liberté et l'indépendance qu'il avait d'antan. À partir du moment où un juge peut être arrêté, envoyé au front ou même enfermé parce qu'il aurait dans les délibérations prononcées, donné un prononcé de jugement qui va à l'encontre ou qui lèse
l'intérêt du président Ibrahim Traoré. À partir de cet instant-là, les juges aussi, comme vous savez, ont dû lever le pied parce que le cadre n'y est plus, le cadre qui permettait donc l'indépendance. Peut-être qu'on reviendra sur cette question dans nos échanges. Peut-être qu'on reviendra sur cette question. Je termine rapidement. Bon, je voulais, donc, il y a globalement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les jeunes considèrent qu'on ne peut pas gagner la lutte contre le terrorisme en restant dans le cadre des lois et qu'il faut le faire hors la loi, comme évidemment le font les terroristes. C'est-à-dire que le gouvernement pense que la meilleure méthode de vaincre le terrorisme, c'est de faire comme les terroristes. Voilà donc ce que je peux dire par rapport à ça. Monsieur Barry, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les violations massives des droits humains que vous avez énumérées tout à l'heure et la doctrine d'utilisation des forces dans la lutte contre le terrorisme? Oui, parce qu'il faut savoir que là aussi, on pourrait, si on avait le temps, aller sur le développement évidemment de la problématique du recours aux forces de sécurité et de l'armée. Vous savez que de façon générale, dans les crises, l'armée est considérée comme une force de troisième catégorie et elle ne peut être employée dans le cadre national que lorsque il y a une réquisition qui est faite évidemment par des personnes tout à fait nominativement désignées dans le cadre de la Constitution et de nos lois. Mais vous savez que dans ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, tout le monde admet que les terroristes que nous combattons sont des Burkinabés et qui opèrent à l'intérieur du pays contre évidemment l'État burkinabé dont ils s'en prennent ou contre d'autres citoyens dont ils s'en prennent, mais ils ne sont pas des citoyens de notre pays. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une guerre classique dont le Burkina Faso serait attaqué par un autre pays. Même si aujourd'hui, évidemment, dans le narratif gouvernemental, depuis peu, on veut faire croire que le gouvernement, le Burkina ne lutte plus contre les terroristes, mais il fait une guerre contre l'impérialisme. Encore faut-il savoir, la guerre contre l'impérialisme revêt quoi et quoi, c'est-à-dire, est-ce que le Burkina affronte des troupes de l'impérialisme? Et si oui, quels sont les pays qu'il faut donc nommément désigner qui font partie évidemment de cette coalition qui attaquerait le Burkina Faso? Toutes ces questions ne sont pas évidemment évoquées ou éclaircies parce que c'est dans le flou que l'argumentaire marche le mieux. Mais donc, pour revenir à la question, pour pouvoir donc terminer sur la problématique évidemment des questions d'engagement, on sait donc que le fait d'utiliser l'armée dans le cadre précis de la lutte contre le terrorisme, et qui n'a pas, dont la définition n'est pas assez précise, parce que n'oubliez pas que pendant longtemps, on n'a pas voulu admettre que nous étions en guerre. Donc, comme on n'est pas en guerre, évidemment, l'utilisation de l'armée pose problème. Et quand on utilise l'armée, ça veut dire qu'on s'affranchit du respect d'un certain nombre de normes. Parce que c'est pour cela qu'on parle de réquisition qui donne droit à l'armée, qui ne fait pas du maintien de l'ordre, mais qui fait de la restauration de l'ordre. L'armée, quand il est engagé, il fait donc de la restauration de l'ordre, qui fait donc qu'il est permis ou admis qu'elle puisse, sur un certain nombre de points, ne pas tenir compte d'un certain nombre de règles de droit et des droits de citoyens. Voilà un peu ce à quoi, dans le flou dans lequel nous sommes aujourd'hui par rapport à l'engagement des forces, qui fait que nous constatons beaucoup d'exactions. Mais en même temps, cela correspond aussi peut-être à la problématique que les gouvernants, et notamment le nôtre, ont essayé de poser comme postulat
des éléments de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, à partir du moment où la loi est un frein à la lutte contre le terrorisme et qu'il faut passer à côté de la loi pour réussir, évidemment, on est dans le domaine de toutes les dérives possibles. Alors, on est vraiment bousculé, mais je vais vous poser une dernière question. Avez-vous connaissance d'histoires ou de témoignages particuliers qui illustrent l'impact de ces exactions-là, notamment sur les communautés vivant au Sahel? Je vais parler notamment de la communauté Peul, qui semble être la plus touchée par ces exactions. Oui, aujourd'hui, si on devait documenter En cela... 2-3 minutes, s'il vous plaît, M. Barry. En 2-3 minutes. Je vais essayer de faire bref. En ce qui concerne la question des exactions et en rapport avec la communauté Peul, l'élément premier sur lequel au début on n'a pas voulu totalement admettre, c'est qu'on est parti du postulat que le terrorisme, ce sont les Peuls. Le Peul, à partir du moment où il y a une majorité, la majorité des terroristes sont Peuls, en raison de la géographie, évidemment, de l'entrée du terrorisme au Burkina Faso. Si le terrorisme était venu au sud, je ne suis pas sûr que c'était sûr qu'on y retrouve beaucoup de Peuls. Mais à partir de ce postulat, tout est devenu possible. Et donc, on a eu beaucoup d'exactions. Mais je donne quelques éléments rapides. Vous avez sur beaucoup de nos routes où aussi bien les VDP que les FDS, ils arrêtent un car et ils demandent est-ce qu'il y a un Peul dans le car? Et s'il y a un Peul dans le car, on le descend et on l'exécute. Je donne un exemple concret. Les parents de l'ancien ministre du Commerce, que vous connaissez, Tal, ont été descendus de la voiture de transport en commun entre Pa et Bobo du Lasso et exécutés, tout simplement parce qu'ils sont Peuls. Deuxième élément, il y a eu tellement d'assassinats de bergers dans les brousses parce que si un berger rencontre un VDP, il est mort. S'il rencontre un FDS, il est mort parce qu'on ne lui demande pas. Ils n'ont pas de... À partir du moment où c'est un Peul, c'est un terroriste. Mais vous savez aussi, et je ne sais pas s'il me reste 2 minutes, mais vous savez aussi que l'un des... Je parle Il pas vous de reste Yirgou. 45 secondes. Je ne parle pas de Yirgou, mais vous savez ce qui s'est passé à Caen, ce qui s'est passé à Ban. Vous savez que la majorité des gens qui ont été exécutés chez eux, réveillés la nuit, sont de la communauté Peul et ont été présentés comme des terroristes. Les chiffres officiels à l'époque donnaient 140 personnes ou c'est 240 personnes. Le MBDHP déjà d'ailleurs avait fait un très bon travail là-dessus. Mais je termine sur un autre élément extrêmement important sur lequel jusqu'à présent personne ne parle, c'est les abattoirs de Peul. Vous savez qu'à Nagrin, vers Natiabouani, à Fada, il y a un lieu désigné et connu comme un abattoir de Peul. Vous savez que vers Kungusi, à Kungusi ville, on avait dénombré en 2022 4 lieux appelés abattoirs de Peul. À Bourzanga, derrière la colline qui jouxte la gendarmerie, il y a un endroit dénommé l'abattoir des Peuls. Donc, on a ces éléments-là qui ont été documentés par le CISC, mais qui aujourd'hui, évidemment, ne peuvent pas être je vais dire, qui sont considérés, en fait, qui ne sont pas considérés aujourd'hui parce qu'il n'est pas possible d'en parler. Mais voilà des éléments concrets. On pourrait en multiplier, des familles, des villages. Aujourd'hui, il y a très peu de villages burkinabés où vous pouvez aller et vous allez trouver une famille Peul. Même celle qui n'a jamais rien fait contre ses voisins a été obligée soit de fuir, soit
ils ont été exécutés froidement et enterrés. Et aujourd'hui, si l'on regarde, je termine rapidement sur ça, si on voit aujourd'hui l'ampleur de la crise au niveau du Kulpelgo, si on regarde l'ampleur de la crise des attaques autour des villages comme Mouaga, comme Bissiga, si on creuse très bien ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a eu trop d'exactions contre la communauté Peul et des gens ont été froidement assassinés et chassés de leur village, considérant évidemment qu'ils n'étaient pas assez forts et n'ont jamais eu l'appui des forces publiques. Parce que tout ce qu'on fait contre un Peul, il ne peut pas aller se plaindre à la gendarmerie, il ne peut pas demander le secours de l'armée, il ne peut pas aller à la justice. Voilà donc la situation telle qu'elle prévaut dans notre pays aujourd'hui, hélas, et qui donne la situation que nous avons aujourd'hui, qui est donc à partir de la géographie de l'exacerbation de la crise terroriste, épouse évidemment la géographie des exactions communautaires. Je vous remercie. Merci bien, M. Barry. Merci pour cette contribution assez riche. S'il vous plaît, on va parce qu'apparemment, il nous s'est encore déconnecté. Je pense que la parole va être passée à Newton Ahmed Barry pour ramasser son mot de fin. Ok, merci Oumar, merci au premier panéliste. Je crois que je vais rester dans le même moule, évidemment en reprenant un certain nombre de questions. La première problématique, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me semble qu'aujourd'hui, notre situation est davantage difficile qu'il y a tellement d'écueils pour lesquels il n'y a pas de réponse construite. Le premier recueil, c'est quoi? C'est que nous sommes aujourd'hui, particulièrement dans les pays de l'AES et spécifiquement au Burkina Faso, on est presque sourd et aveugle. On est dans un trou noir de l'information. On ne sait, les Burkinabés ne savent pas exactement ce qui se passe dans leur pays. Et la junte a vraiment réussi ce coup-ci. Et donc, les Burkinabés ne savent que ce que la junte veut qu'ils sachent. Et notamment que tout se passe sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, que les forces avancent et que, évidemment, le label ou la référence, c'est Bienvenue Tanoussa aux 20h de la RTB. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu dénoncer nos confrères, pour lesquels nous avons une pensée assez émue, qui est donc Yezouma et Ouoba, à la fin de leur congrès, en disant qu'il fallait mettre fin à la caporalisation de la RTB, qui était devenue un instrument de la propagande. Je pense que sur cette question-là, il faut que nous trouvions, je ne sais pas quel est le moyen le plus efficace. Je vois qu'il foisonne, ou en tout cas, je vois des médias en création un peu partout, mais il faut que nous puissions avoir une autre alternative que les deux propagandes qui sont à l'œuvre aujourd'hui en ce qui concerne notre peuple, c'est-à-dire la propagande de l'État et la propagande des djihadistes. On ne peut pas choisir entre les deux. Il faut qu'il y ait entre les deux une possibilité d'information, une possibilité évidemment d'éclairage de l'opinion sur les faits pour que les citoyens burkinabés puissent apprendre la mesure de la situation dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il me semble qu'il faut trouver une substitution à la désorganisation de l'environnement international et sous-régional. Nous avions, jusqu'il n'y a pas longtemps, des cadres au niveau régional où on pouvait, de façon globale, organiser des luttes de cette ampleur. Nous n'avons plus la CEDEAO. Voyons comment on peut articuler une lutte de cette nature-là autour de l'UOMOA, qui reste quand même une des structures régionales dans lesquelles se reconnaissent encore l'AES. Donc, est-ce que l'on peut organiser à ce niveau-là? Je pense qu'avec Fadel, on devait pouvoir réfléchir et articuler quelque chose.
Le troisième élément qui est important, il faut le soutien des États. Il faut quand même que des États de la sous-région ou de l'Afrique considèrent que ce qui se passe au Sahel est tellement nocif de façon générale pour les libertés et les citoyens qu'ils devraient donc pouvoir aider et appuyer des structures et des initiatives. Parce que si la propagande, si aujourd'hui le virtuel a un tel impact au niveau des Africains et au niveau international, c'est parce que le support lui-même, ce sont les États. C'est-à-dire que les trois États consacrent des budgets colossaux, évidemment, à la propagande, à l'achat de conscience et à l'instrumentalisation et à la transformation de l'information pour présenter une certaine vérité qui est la vérité alternative qu'ils veulent faire passer. Il faut qu'on a besoin d'investiguer aussi pour voir quels sont les États qui peuvent être nos partenaires à ce niveau. Le deuxième élément de partenariat, c'est aussi les organisations internationales. Est-ce que l'UNOAS, qui est aujourd'hui à Dakar, peut nous aider à structurer quelque chose? Parce qu'il n'est pas possible d'avoir une réponse d'un niveau aussi important si nous n'avons pas un accompagnement, ou en tout cas s'il n'y a pas quelque chose d'articulé autour d'un projet que nous pourrions construire. Donc voilà les éléments que j'ajoute à qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, poser la question, que peut-on faire pour les familles en difficulté? Je n'ai pas très bien compris la question, mais il y a tellement de familles en difficulté aujourd'hui au Burkina que l'on ne sait plus quoi faire. Mais ce n'est pas que j'ai lu de la question, mais je veux dire simplement peut-être qu'il faut la reposer ou mieux l'agencer pour qu'on essaie de comprendre mieux la question. Sinon, il se trouve que en matière de crise sociale et humanitaire, l'année dernière, lorsque un des représentants onusiens est parti au Burkina, vous vous rappelez des chiffres qu'il avait donnés? Il avait donné des chiffres énormes, c'est-à-dire qu'un Burkinabé sur deux, presque, avait besoin d'une aide humanitaire. Donc, aujourd'hui, avec la dégradation de la situation depuis le premier trimestre, depuis le premier mois de janvier 2025 jusqu'aujourd'hui, au regard de l'ampleur de la crise et de la situation qui prévaut dans les campagnes, on peut imaginer que ce besoin humanitaire a pour ainsi dire doublé. Par exemple, à Diapaga, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien. À Kanchari, il n'y a plus rien. Djibo n'a pas été ravitaillé depuis longtemps. Et même une ville comme Dori, qui a souvent des ravitaillements, est en situation de crise tendue permanente. Je ne parle même pas des autres, parce que partout aujourd'hui où la situation s'est tellement dégradée que les villes sont sous blocus, les populations vivent de feuilles et vraiment et de miracles, parce qu'on ne sait pas. Par exemple, je sais qu'à Djibo, il y avait, si les chiffres n'ont pas évolué, environ 200 000 personnes enfermées dans les limites de la ville. Diapaga, ce serait environ 60 000. Et à Kanchari, les chiffres donnent entre 20 000 et 30 000 personnes. Je ne compte pas Seba, je ne compte pas Futuri, je passe sous silence ce qui se passe même aujourd'hui à Bourzanga et à Kelbo, même à Waiguya, et à Solé, à Titao, à Windigi, à Titao, à Tiou. Toutes ces zones-là et plus récemment, ce qui s'est passé avec le tourbillon vert dans la zone du Sourou, avec la situation dramatique au niveau de l'Amfiera, de Digne, de Guédougou, toutes ces zones-là aujourd'hui sont en situation d'alerte humanitaire. Donc, cette question-là, il faut la poser plus largement, de mon point de vue, la préciser, pour qu'on puisse y apporter une réponse satisfaisante. Dernier élément, pour ne pas rester trop là-dessus, mais la question de la sécurisation dans le cadre d'un forum comme celui-là.
évidemment, il est difficile d'apporter la sécurité. Mais peut-être ce qu'il faut conseiller dans un premier temps à ceux qui vivent au pays et qui suivent ce type de panel, évidemment, c'est d'éviter de prendre la parole, ou en tout cas, même s'ils veulent prendre la parole, c'est de passer par d'autres personnes en faisant transmettre des questions ou des interventions ou des interrogations pour qu'ils ne soient pas directement identifiés. Parce que comme vous savez aujourd'hui, ils ont mis un dispositif et comme il y a eu la publicité autour du panel, c'est forcément que les gens, évidemment les inquisiteurs sont certainement dans le panel et comme une institution comme le BCLCCC n'a plus d'autres activités que de suivre les propos qui ne sont pas dans le moule narratif du régime de Ibrahim Traoré, c'est forcément qu'ils vont suivre le type de ce panel-là pour pouvoir identifier les gens qu'ils vont bâillonner ou en tout cas enlever. Donc, sur la question sécuritaire, c'est ce que je peux dire, évidemment, mais je pense que peut-être Oumarou parlera tantôt. Il faut en tout cas trouver le moyen, de mon point de vue, de permettre que la parole puisse se libérer, évidemment, en ne mettant pas les gens en insécurité. Voilà un peu les réponses que je donne à ces questions qui ont été posées. Merci encore, M. Barry. Merci à tous nos